C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette dernière conférence des Shipping Days, intitulée Défis et perspectives de l'économie bleue ultramarine. Donc, cette table ronde se déroulera en trois parties. Donc, la première sera sur la structuration de l'offre maritime avec un exemple où on partira en Martinique en ligne avec Alexandrine Milesi du cluster maritime de Martinique. Bonjour Alexandrine. Ensuite, on parlera d'environnement portuaire avec Francis Grimaud, donc qui est président de l'UMPF et de l'Union maritime et portuaire de La Rochelle, ainsi que Saïd Hamada, qui est directeur général de l'ADOM. Et enfin, la troisième partie sera une illustration concrète d'un titre de professionnel d'agent de maintenance nautique avec Pascal Lebrun, qui est conseiller de formation au CFA de Greta de Vendée, et Lionel Vialet, qui est également en Martinique, qui est directeur du campus des métiers de la mer en Martinique. Donc une Bonjour, petite mise en bonjour à tous. contexte, les territoires ultramarins sont par définition tournés vers la mer. Donc on rappelle souvent ces chiffres, mais 97% de l'espace maritime français est situé en outre-mer. Et la France dispose de facto du second espace maritime mondial, ce qui en fait le deuxième espace maritime mondial après les États-Unis. Ces chiffres qui peuvent être flatteurs impliquent des enjeux de souveraineté. Donc d'abord un enjeu de souveraineté territoriale. Contrôler 11 millions de kilomètres carrés nécessite une marine de premier plan et des outils technologiques efficaces et une coopération régionale importante. Ensuite, une souveraineté alimentaire pour des populations qui vivent souvent sur des îles, donc des territoires qui sont ultra dépendants à leurs infrastructures portuaires, notamment pour l'importation de matériaux, d'aliments ou toute autre marchandise. Et enfin, la souveraineté également énergétique. Tous ces sujets-là sont pris en compte par l'État et les différentes administrations qui ont récemment publié une feuille de route sur l'économie bleue qui a été présentée aux assises de l'économie de la mer par la DGAMPA et la DGOM avec trois grands axes de développement. Donc d'abord, ce qu'on appelle un développement régional avec la nécessité de développer une coopération régionale, le commerce avec les pays voisins, le décloisonnement régional et des accords en utilisant les petits ports voisins. Face à une dépendance aux importations de l'Hexagone, héritée d'un fait certes colonial, mais avec des pratiques qui se poursuivent, avec des barrières de langue, de culture ou de devise. Enfin, deuxième axe de la feuille de route, c'est la structuration d'une économie bleue. Donc, économie en termes d'emploi et de formation et d'incitation à l'innovation. Donc, l'exemple avec le cluster maritime de Martinique sera pertinent. Ensuite, on parle donc d'économie bleue. Donc, c'est développer une économie durable et résiliente avec des objectifs notamment de préservation de la biodiversité et de décarbonation à l'horizon 2050. Et enfin, un grand axe, c'est également la valorisation et le maintien de ce qui existe déjà. Donc, par exemple, c'est le renouvellement de la flotte chez les pêcheurs, une meilleure gestion et connaissance des stocks, et également valoriser un patrimoine culturel qui existe dans les DOM. Donc une fois qu'on pose le sujet, on peut se demander si ce sont des territoires qui sont maritimes. Dans les faits, dans les dom-toms, ce n'est pas forcément le cas pour des raisons historiques et culturelles. Pourtant, c'est quand même nécessaire de développer une économie bleue. Et ce développement passe par l'implication des populations locales. Donc un premier biais de réponse peut être celui de la formation. C'est inciter les ultramarins à choisir le maritime. Et donc ça passe par accéder dès le lycée, dès le collège, dès les petites classes, et également rendre lisible l'offre de formation, qu'elle soit en hexagone ou dans les territoires ultramarins. Donc quelles réponses concrètes apportent ces territoires ultramarins? Donc je vais laisser la parole à Alexandrine Milesi, qui est chargée de mission au cluster maritime de Martinique, pour faire un petit état des lieux des formations et compétences et des besoins du territoire de la Martinique. Bonjour, enchanté à tout le monde. Merci de votre écoute. Donc le cluster maritime Martinique pour cette année, on va dire 2024-2025, a eu un mandat en fait pour faire l'étude fine sur la formation et l'adéquation en fait des emplois, des offres d'emploi, des besoins sur le territoire et des centres de formation sur le territoire Martinique. Suite à cette étude qui va être publiée là par la direction de la mer en premier, est sorti quand même des grands axes et des grandes problématiques. C'est nous avons trois centres, on va dire gros centres de formation ici. Donc le FPMA qui est à Trinité, qui est âgé de 70 ans, avec un équipement et qui forme en plus sur les Caraïbes, par exemple les Guyanais, les Guadeloupéens, ils viennent se former ici en Martinique, donc navigants. Et a besoin aussi, alors une grosse structure
comme on disait, de protection aussi incendie, tout ça et tout, sont quand même bon équipement, mais 70 ans. Donc après, nous avons l'école Néris, qui est un peu plus la partie nautique, et le campus avec les métiers de la mer avec Lionel, avec qui, pareil, qu'on collabore. Donc il nous présentera aussi cette partie-là. Donc sur ces trois gros, on va dire, pôles de formation, on s'est aperçu avec les entreprises eux-mêmes leurs besoins en fait de plus de techniciens supérieurs spécialisés et aussi plus d'informations dès le plus jeune âge, même si on est sur une île et qu'on est comme ça ultramarin au milieu de l'eau. Les jeunes ne connaissent pas en fait le secteur du maritime et nautique, dont les métiers. Ils ne connaissent pas l'évolution potentielle qu'ils ont pour pouvoir être formés sur le territoire et pouvoir travailler sur le territoire et vivre sur le territoire. On a toujours un peu cette impression qu'il faut qu'on parte pour être formé et qu'on essaye de revenir plus tard. Nous sommes en demande, nous sommes à un point de non-retour. Là, à l'heure actuelle, on disait 2030, nous c'est 2025, où là, nos entreprises moyennes d'âge de 70 ans, il y a des reprises de belles offres d'entreprises, plus j'ai une centaine d'offres à pouvoir immédiatement dans ce métier-là du nautisme, dont des marins, capitaines 200, 700, mais aussi des techniciens, des grutiers. Voilà. Et là, on a trouvé le point où pas assez formés, pas assez de formation spécialisée, et comment on peut faire, comment on peut mettre en place. Donc, de suite à cette étude, nous avons mis plusieurs actions. L'information publique. Donc, on a déjà créé une application qui s'appelle CMM Connect pour mettre en relais les professionnels du secteur maritime et nautique, les membres du cluster, et aussi toute la population qui puisse s'intéresser à ces métiers. Donc, des petites vidéos de formation métier, des petits, voilà, au moins ne serait-ce que de dépôt d'offres d'emploi. Les jeunes peuvent déposer leur CV tech, peuvent se renseigner sur les centres de formation. Donc ça, c'était une application spéciale cluster. Mais deuxièmement, on a créé le Kailanmé. Donc c'est un outil qui va se déplacer sur toute la Martinique, suite aussi avec l'année de la mer, où là, on a coordonné tous les acteurs, que ce soit des acteurs professionnels, que ce soit des acteurs associatifs, que ce soit des acteurs scientifiques, parce qu'on a quand même le parc naturel aussi marin avec des scientifiques dedans, que ce soit des acteurs de la formation, comme Lionel, le campus des métiers, qui sont participatifs et même partenaires dans ce Kailanmé, pour pouvoir faire le tour de la Martinique et informer dès le plus jeune âge, en fait, nos jeunes qu'il y a des débouchés des métiers. Et en parallèle de ça, on fait des conventions, le cluster, avec des centres de formation où là, on va diversifier. Donc le BTP, l'auto, mais aussi tout ce qui est le métier de la cuisine, où au lieu de créer des marins qui deviennent des matelots cooks, on va aller voir en fait les métiers de bouche en leur disant, vous savez que vous pouvez le faire sur des charters et on a besoin de matelots cooks. Et là, on met en relais avec le FPMA une convention, tout ça et tout. Donc on essaie de trouver des solutions immédiates, rapides, efficaces, parce qu'on est vraiment sur ce point de non-retour dans 10 ans. Et là, déjà, on est en manque, en fait, de jeunes formés. Et sur le coup, dans 10 ans, nos entreprises, elles seront forcément plus là. Donc, une perte de l'économie bleue, alors que nous sommes en plein développement. 34% de développement dans l'économie bleue ces dernières années, entre 2022 et 2024. Le hub anti qui arrive aussi sur la Guadeloupe et la Martinique, donc ça veut dire des emplois, de la formation supplémentaire. Donc, il faut vraiment qu'on mette tous les moyens en œuvre pour développer ce secteur. Et la première chose, je pense, pour remplir des classes de formation, c'est que les jeunes viennent se former et qu'on puisse en fait donner vraiment soit des compléments, des certifications, soit des vrais diplômes. Voilà. Donc il y a des choses qui commencent qui existent déjà, qui étaient existantes, qu'on développe sur ce secteur-là, mais il y a une vraie urgence de considération et surtout de maintenir nos jeunes ultramarins dans nos territoires pour qu'on puisse, on est 350 000 nous sur la Martinique et je pense que vous avez tous entendu le taux de la démographie qui est très élevé, c'est-à-dire plus de 60 ans. J'ai souvent à dire, si on continue à ne pas faire des actions, on deviendra une grande EHPAD sur notre territoire, donc il faut vraiment qu'on rajeunisse ça. Voilà. Merci beaucoup. Antonin. Merci beaucoup Alexandrine. Sur des questions, on va les poser un peu plus à la fin. Maintenant, on va pouvoir continuer et partir du côté de l'écosystème portuaire et la transformation des métiers et des besoins en formation.
Donc, selon les chiffres de l'UMPF, 2000 entreprises génèrent 180 000 emplois directs et 15 millions d'euros de valeur. Comment cette économie portuaire s'est-elle transformée et comment cela peut-il se traduire dans les départements ultramarins? Donc, je vais laisser la parole à toi, Francis, qui est président de l'UMPF. Voilà. Merci Antonin, bonjour mesdames, messieurs. Oui, je suis Francis Grimaud, président de l'Union maritime et portuaire de France, qui regroupe 7 unions maritimes sur l'Hexagone et qui couvre 6 territoires ultramarins. Une union maritime, je vais faire rapidement un petit descriptif, regroupe en fait 95 ou 99% des métiers que vous pouvez trouver sur un port et en périphérie immédiate d'un port. En fait, les entreprises qui participent à l'activité portuaire sont le plus souvent membres des unions maritimes. Et la présence aujourd'hui, merci de nous donner la parole, la raison de la présence de l'UMPF sur votre table ronde est que grâce à la personne qui est à ma gauche et qui représente l'ADOM, monsieur le directeur général, nous avons des liens et nous avons décidé ensemble d'essayer de favoriser la formation des ultramarins, on va dire, pour la simple et bonne raison que les unions maritimes présentes, comme je vous le disais, sur l'ensemble des territoires, sont souvent des organismes de formation performants, pertinents, particulièrement impliqués sur l'ensemble des filières, encore une fois. Donc nous connaissons les métiers portuaires. Et je prends l'exemple de Rouen, par exemple, et de son CPFP. Vous avez aujourd'hui, je suis désolé, j'ai mal entendu, mais je pense que vous parliez de métiers assez techniques. J'ai entendu parler de métiers de grutier et autres. Mais ce sont typiquement des métiers de savoir-faire que les unions maritimes aujourd'hui sont, par leur présence et leur structure, capables de proposer. Donc, merci encore une fois de nous donner la parole. Vous parliez de 2000 entreprises et 180 000 emplois. Moi, j'ai déjà arrondi à un peu plus de 200 000 emplois, d'ailleurs, parce que l'activité portuaire se développe. Et c'est vrai que je pense en plus que nous avons grosso modo les mêmes besoins, que ce soit en Hexagone ou en Outre-mer. Il faut professionnaliser les gens. On a du mal à attirer les jeunes, et pas que les jeunes, mais on a du mal à recruter. On se rend compte qu'en parlant avec les différentes professions, il est toujours difficile d'attirer les populations vers les ports, probablement pour quelques raisons dont on est sans doute responsable. On ne sait, je pense, pas très bien vendre ce qu'est une place portuaire, son rôle économique, la diversité de ses métiers et l'attrait des métiers. Et je dirais en plus, on a un petit inconvénient, c'est que le port se sont physiquement fermés du fait des attentats de 2001 et qu'aujourd'hui, on ne rentre plus dans un port comme dans un moulin. Donc tout cela fait qu'on a un petit peu de mal. On a, je pense, un gros travail à faire sur la visibilité, sur les métiers, sur le plaisir et le bonheur. Le salon Shipping Days, par parenthèse, pendant 48 heures, vous avez l'ensemble des places portuaires françaises et un petit peu européennes, puisque des Belges étaient là, des Espagnols et Allemands aussi. C'est assez plaisant de passer sa vie sur un port. Je vois qu'il y a parmi nous des gens qui doivent avoir un petit peu cette opinion-là. Une autre chose importante, c'est que vous parliez on peut parler aujourd'hui de géostratégie, de souveraineté, pardon, je cherchais le mot. Cela passe par les ports. 90% du commerce mondial transite par voie maritime et arrive donc dans les ports. Et concernant la France, il est important, avec l'ensemble des 11 millions de kilomètres carrés, je crois, selon les chiffres du cluster, que cette souveraineté s'affirme et je dirais même se renforce. On constate tous les jours que le monde est fragile et que les équilibres sont particulièrement compliqués à respecter. Voilà, en termes de formation, je vous disais, effectivement, il existe des choses et notre partenariat avec l'ADOM, normalement, doit favoriser ces échanges-là. Si j'ai compris, il est important de former les jeunes des territoires ultramarins. L'Hexagone peut leur proposer des formations spécifiques. Vous parlerez des dispositifs, j'imagine. Il est important ensuite aussi que les gens repartent en ayant acquis des compétences pour faire bénéficier les territoires dont ils viennent justement de ces compétences et faire monter la population, je dirais, en niveau. Donc voilà pour les premières choses peut-être qu'on peut dire. Je ne sais pas si je déroule tout ou si à l'inverse je vous passe un peu la parole, Saïd. Non, tu peux continuer la présentation des enjeux sur le portuaire. Merci. Et puis après... Donc je vais continuer un petit peu. Donc oui, je reviens toujours sur la diversité. Je suis toujours fasciné par l'ensemble des métiers et des activités que vous pouvez trouver autour d'une économie maritime. Donc ce message-là, pour moi, il est fondamental. Quand vous avez la chance d'habiter au bord d'une mer ou d'un océan, il est important d'essayer de comprendre comment ça marche, ce qui s'y passe, les échanges que cela représente, les métiers que cela implique.
Nous avions ce matin une conférence sur l'IA. Je crois que nous n'avons pas de limite et de frontières en fait en termes de formation et de compétences à acquérir pour pouvoir faire bénéficier de tout cela. Encourager les jeunes à s'orienter vers les filières, oui, les valoriser, créer des vocations locales, utiliser les réseaux qui existent, et encore une fois, je me répète, c'est le cadre de notre convention. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre important? Merci pour cette première introduction. Maintenant, on peut passer la parole à Monsieur Saïd Hamada. Donc, vous êtes directeur général de l'ADOM, qui est un opérateur majeur de la mobilité. Est-ce qu'on peut avoir une présentation rapide de l'ADOM et ensuite présenter la convention que vous avez signée avec l'UMPF? Très bien, merci pour l'invitation, merci Francis, de me donner l'opportunité de vous présenter un peu ce qu'on a essayé d'initier l'année dernière et qui, je pense, a vocation à se développer. Alors, l'ADOM est un établissement public national, basé à Paris, avec des implantations à la fois en France hexagonale, une dizaine, et puis dans tous les DROM et les COM, mais de manière différente sur les collectivités d'outre-mer, mais en tout cas sur les DROM physiquement avec des équipes LADOM dédiées, avec un objectif qui est de permettre de répondre à des besoins de mobilité de nos compatriotes ultramarins, des mobilités nécessaires, c'est-à-dire tout au long de la vie d'un ultramarin, que ce soit au moment des études, de la formation professionnelle, pour tout simplement venir voir ses proches, pour des raisons liées à la santé, voire pour des moments un peu difficiles lorsqu'on a un décès, transport de corps, etc. Donc l'État se fait fort du coup de projeter ces personnes-là sur le territoire sur lequel elles ont besoin de se projeter. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notamment pour des besoins de formation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ultramarin, que vous n'avez pas d'université qui répond, qui offre la formation que vous voulez poursuivre, ou que vous voulez suivre une formation professionnelle, et là tout au long de la vie, qui n'existe pas sur le territoire, l'ADOM du coup se propose de financer cette mobilité et l'accompagnement qui va avec, tout simplement selon un principe d'égalité des chances, c'est-à-dire que vous pouvez être à Mayotte et vouloir devenir chirurgien, vous pouvez être en Guadeloupe et vouloir devenir scaphandrier. Ces formations aujourd'hui n'existent pas sur ces territoires et donc l'ADOM permet à ces personnes de pouvoir suivre ces formations professionnelles. Donc ça, c'est la vocation de l'ADOM. On accompagne près de 85 000 ultramarins tous les ans. Ça représente, pour vous donner une idée, près de 3% de la population des Outre-mer qui voyage tous les ans grâce à l'ADOM et qui est accompagnée, donc en mobilité. Il n'y a pas juste le billet d'avion. Donc c'est relativement important, donc un budget de près de 100 millions d'euros. Donc c'est un acteur incontournable de la mobilité sur ces territoires, parce que comme vous pouvez le comprendre, la mobilité, ce n'est pas un luxe sur certains territoires. C'est une nécessité à un moment donné, soit pour se soigner, soit pour étudier. Vous avez besoin de partir. Et lorsque vous n'avez pas les ressources financières pour le faire, l'ADOM est là, du coup, toujours selon ce principe d'égalité des chances pour pouvoir tout simplement bouger. J'ai fait évoluer avec mes équipes aussi la philosophie qui sous-tendait l'ADOM jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on était sur des besoins individuels. Et on répondait à ce principe d'égalité des chances qui fait qu'on vous projetait parce que ça n'était pas possible sur votre territoire. J'ai souhaité développer, donc je le disais avec mes équipes, depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans de présence à la direction générale de l'ADOM, le fait qu'on puisse aussi répondre aux besoins des territoires. Jusqu'à présent, on ne s'intéressait pas à savoir ce dont les territoires avaient besoin. On était sur des projets individuels. Aujourd'hui, on développe des dispositifs pour répondre à la manière dont les territoires peuvent se doter en compétences nouvelles ou former les personnes qui habitent ces territoires pour qu'elles puissent répondre à ces besoins en compétences et tout simplement accompagner le développement de ces territoires. Donc ça, c'est nouveau. Et on a aujourd'hui des dispositifs, je pense notamment à un cadre d'avenir, c'est-à-dire qu'avec un engagement du jeune à revenir, on finance une bourse pendant toute la durée des études de ces jeunes-là sur des métiers dont le territoire a besoin. On va développer le passeport mobilité retour, on attend la sortie des textes, mais j'espère cette année pour pouvoir justement faire en sorte que ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs reviennent sur les territoires. Donc ça, c'est une vraie préoccupation nouvelle. Et donc dans ce cadre-là, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait intervenir dans le domaine du maritime. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est sur un domaine qui est éminemment stratégique. Je parlais tout à l'heure du fait que, évidemment, 90% des marchandises passaient par les ports. Sur ces territoires, vous fermez le port, vous fermez toute l'activité économique de l'île. Je mets la Guyane de côté, parce qu'évidemment, ce n'est pas une île, comme tout le monde le sait, mais
prenant la plupart des territoires, on est quand même sur j'allais dire une notion et des métiers qui sont éminemment stratégiques et qui, lorsqu'il y a un problème, une problématique, et ça arrive assez souvent, vous le sentez tout de suite. Du jour au lendemain, vous voyez que déjà on est sur un approvisionnement qui ne se fait plus et des métiers qui s'arrêtent. L'île s'arrête, pour être très clair. Et donc les ports sont importants et de plus en plus, et ça vous le percevez, avec parfois des ingérences étrangères sur la manière dont nos territoires sont gérés, sur des territoires qui sont géostratégiquement importants, pacifiques, Caraïbes, Océan Indien, où on sent qu'il y a des choses qui se passent autour. Et donc forcément, on a une responsabilité collective sur la manière dont ces territoires demain vont être gérés. Donc ça, c'est une raison importante et dont il faut vraiment prendre conscience. Une deuxième raison qui fait qui nous incite à travailler ensemble, c'est que comme beaucoup de territoires ultramarins ou de territoires portuaires, les Français ne sont pas tournés vers la mer. Moi, je suis né à La Réunion, j'ai grandi à Marseille. On sent bien, y compris sur les territoires très portuaires, que les Français et la mer, c'est quand même compliqué. Pour plein de raisons historiques, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est un constat. C'est un constat, les Français ne sont pas tournés vers la mer. On parle des 11 millions de kilomètres carrés. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'on n'en fait quasiment rien. On se gargarise de ça, mais très honnêtement, on ne fait rien de cet atout géostratégique ou cet atout tout simplement par rapport à d'autres territoires. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que sur nos territoires, et quels qu'ils soient, les Français soient intéressés aux métiers de la mer, qu'ils se tournent vers la mer, que les métiers de la mer les intéressent. Et donc, il faut leur en parler. C'est un peu ce que disait d'ailleurs l'intervenante de Martinique tout à l'heure. Il faut pouvoir sensibiliser les habitants de ces territoires à la possibilité de travailler dans des places portuaires. Sur tous les métiers du maritime, et ils sont extrêmement divers, vous les connaissez mieux que moi. Et donc ça justifie le fait qu'on puisse travailler ensemble. Une troisième raison, c'est que, et ça a été dit avant moi, il y a des besoins aujourd'hui. Des besoins qui ne sont pas couverts. Et ces besoins, ils ne sont pas juste en Outre-mer, ils sont aussi en France hexagonale. Et on peut avoir très bien des ultramarins demain formés sur un métier, et étant donné la saisonnalité de ces métiers-là, puisqu'il y a des métiers qui sont très saisonniers, mais les saisons ne sont pas les mêmes selon les territoires, vous pouvez avoir une personne qui travaille à plein temps, mais sur des territoires différents, et donc offrir une panoplie, j'allais dire une ouverture du champ des possibles, sur des métiers qui, s'ils étaient réfléchis uniquement sur un territoire, n'intéresseraient pas grand monde. Mais le fait de dire que demain, tu peux travailler sur d'autres places portuaires et arriver à mettre en réseau justement ces possibilités, ces potentialités, ouvre un champ des possibles qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment ouvert. Et puis le dernier point qui est important aussi, c'est que ces besoins ici ne sont pas couverts par les jeunes ou moins jeunes du territoire, ils seront couverts par d'autres. Et on a des territoires aujourd'hui, je pense notamment à la Martinique, qui se dépeuplent. On a une déprise démographique. Ces territoires perdent des habitants. Et donc si on veut faire en sorte que ces besoins soient couverts par des ultramarins en priorité, puisqu'ils connaissent leur territoire, la greffe prendra mieux, etc. etc. Et puis ils ne perdront pas d'habitants. Il faut qu'on arrive à les former, et à les former de manière agile en travaillant avec les acteurs de la place. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'avec l'UMPF, l'année dernière, on a conventionné pour principalement 3 objectifs, mais vous pouvez les deviner, c'est-à-dire d'abord définir quels sont les besoins en formation sur ces territoires, c'est-à-dire qu'on puisse trouver les formations qui correspondent aux métiers de demain, d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, accompagner à la mobilité, puisque partir, c'est pas simple. C'est pas juste payer un billet d'avion. Pour ceux qui l'ont fait dans leur vie, vous voyez bien tout ce qu'il y a autour, les problématiques de logement, d'acculturation, etc., qu'il faut travailler en amont, parce que sinon vous avez droit à l'échec. Et puis ensuite, il y a cette question d'adéquation formation-emploi. Donc là, une fois qu'on a la personne formée, comment on fait en sorte qu'elle intègre l'environnement de la place portuaire, les codes, parce qu'il y a aussi des codes, comme dans tous les métiers, etc. etc. Et donc il y a ce travail-là sans couture qu'il faut qu'on en arrive à dessiner ensemble. Et si on y arrive, et j'espère très honnêtement qu'on y arrivera ensemble, on répondra, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, on répondra à de vrais besoins. C'est-à-dire que ne soyons pas en réaction par rapport à une place portuaire qui pourrait dire à un moment donné, je n'y arrive plus, je n'ai pas de personnes formées, on est obligé d'arrêter, on est obligé de stopper, de ralentir, etc. Ou d'aller chercher des compétences qui vont nous coûter 10 fois, 20 fois plus cher que si on les avait sur place. Donc ne soyons pas en réaction, soyons en anticipation
pour accompagner les places portuaires dans leur modernisation, ce sont des métiers modernes aujourd'hui, et ça on ne le sait pas suffisamment, pour être capable d'affronter les défis qui se posent à nous. Et ils sont de plus en plus importants. On le sent, vous le sentez, je le sens. Il faut qu'on soit capable de travailler ensemble, tous services confondus, tous métiers confondus, avec notre expertise respective, pour faire en sorte que ces territoires soient dotés en compétences nouvelles, avec un champ des possibles qui soit le plus large pour toutes et pour tous. On pourra demain former au niveau local, demain faire venir les personnes, etc. etc. Autorisons-nous, en fait, de l'agilité sur nos places portuaires. La DOM ne s'était jamais tournée comme elle le fait aujourd'hui vers les métiers maritimes. Utilisez cet outil. On a un outil au service des territoires, au service des ultramarins, avec un budget qui n'est pas négligeable et qui a encore augmenté. 100 millions d'euros pour nos territoires, c'est pas rien. Et donc cet argent, ces compétences sont là pour vous servir. Donc, à vous de les utiliser. Nous, on sera là pour ça. On a nos équipes ici représentées aussi qui pourront faire passer ce message-là, mais je suis assez optimiste sur ce qu'on peut faire ensemble. Encore faut-il évidemment avoir envie de l'écrire, mais je pense que cette envie existe aujourd'hui. Associons les compétences qui sont les nôtres, les ports maritimes, les métiers du maritime, les ministères si nécessaire, et avançons vers du mieux sur nos territoires, au service des ultramarins, mais pas seulement. Merci. Si vous permettez, juste pour compléter, vous avez parfaitement décrit la Convention et son objet, et je dirais que c'est un magnifique outil pour les unions maritimes, parce que notre maillage et des territoires et des ports de l'Hexagone doit permettre de faire remonter les besoins effectivement des professionnels du monde portuaire et maritime. Je pense que nous sommes les mieux placés localement pour dire effectivement on manque de transitaires ou on manque de déclarants ou de manutentionnaires ou de conducteurs d'engins ou ci ou ça. Étant sur le terrain tous les jours, cette offre nous revient. Vous intervenez à ce moment-là pour faciliter, je dirais, la mobilité. Nous avons ici des compétences pour effectivement former les jeunes. Je crois que le dispositif, effectivement, est aujourd'hui parfaitement abouti. Maintenant, à nous de le faire vivre. Je peux vous dire que, me concernant pour ma part, avec les unions maritimes, je ne manque pas de les solliciter. Ça ne va pas tout à fait aussi vite que je le souhaiterais, pour dire les choses assez franchement et sincèrement. Mais voilà, une nouvelle occasion aujourd'hui d'en parler. Vous en parlez dans vos territoires. Nous allons de toute façon, effectivement, on se parle à peu près une fois par mois avec l'ensemble des unions, donc on va faire remonter ces besoins, cette demande d'identification, et je pense qu'effectivement assez vite on sera en mesure de montrer des exemples assez forts, assez parlants et efficaces et bénéfiques pour nous tous. Donc vous semblez bien optimiste, mais moi aussi. Merci beaucoup pour la présentation de cette convention. Est-ce que vous avez déjà une idée des prochaines échéances et aussi de quelles formations vont être ciblées en particulier, ou avoir des réponses concrètes pour des étudiants dans les DOM qui puissent bénéficier de cette convention? À mon niveau, je pense savoir qu'au niveau de nos unions maritimes, nous espérons pouvoir démarrer des cursus à partir du mois de septembre. Il faut un certain nombre de personnes pour lancer un cycle de formation. Pas énormément. Si on peut avoir 4-5 personnes déjà, on peut engendrer une formation spécifique et thématique. Donc je pense que septembre est l'échéance que nous visons actuellement. Encore une fois, il faut que les gens soient actifs des deux côtés de la mer et qu'on arrive juste à ficeler les choses, mais nous n'en sommes pas très loin. Très bien. Donc en parlant de concret, on va enchaîner sur la troisième partie et sur un projet concret qui est le titre de professionnel d'agent de maintenance nautique. Lionel Vialet, directeur du campus des métiers en Martinique. Est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse du projet et ensuite on passera la parole à Pascal. Oui, bon, merci, bonjour à tous. Bien, juste à titre liminaire, vous présentez quand même le campus des métiers et des qualifications de la mer qui a été labellisé en 2021 sur le territoire. L'objectif du campus est de promouvoir les organismes de formation sur le territoire, qui soient navigants, comme vous l'indiquait tout à l'heure ma collègue du cluster maritime, ou non navigants, hein, puisque l'idée c'est de ne pas cliver les deux, mais bien entendu de faire en sorte que les deux puissent être complémentaires, et pourquoi pas déployer des formations qui concernent les deux, hein, comme on l'a indiqué, on a un projet de formation de cook matelot, alors je dis à l'inverse, puisque l'idée c'est d'amener un certain nombre de métiers plutôt terriens et leur donner un petit peu de salinité.
Donc ça, c'est une chose. Donc promouvoir les organismes de formation qui sont présents sur le territoire, hein, pour bien que les jeunes aient une connaissance de ce qu'il leur est proposé en termes de cartographie de formation. Ça, c'est une première chose. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la sensibilisation à la mer et à ses métiers. Donc on dispose sur le territoire et nous déployons sur le territoire le campus un dispositif assez puissant qui est le brevet d'initiation à la mer, qui est destiné aux établissements scolaires. On est parti de 20 élèves en 2021, on en a 300 aujourd'hui qui chaque année passent ce brevet. Alors l'idée c'est à la fois de leur donner quelques connaissances théoriques, une acculturation théorique à la mer et à ses diverses facettes, mais surtout de les faire pratiquer et à travers la pratique leur présenter les différents métiers. Donc ils font, là cette année on a fait 300 baptêmes de plongée par exemple. Ils ont tous eu une initiation à la navigation, ils ont tous eu une initiation à la pratique de l'aïeul, hein, qui est une embarcation traditionnelle en Martinique. Donc on les relie de cette manière-là au patrimoine maritime afin qu'ils se l'approprient. Donc vous avez bien indiqué, et c'est très très juste, que les jeunes, les Martiniquais et Martiniquaises tournent trop souvent le dos à la mer. Et donc l'idée c'est de les ramener progressivement vers ça. Alors il y a une progression quand même, hein, parce que les jeunes ils viennent petit à petit. Et puis enfin il y a une dernière mission qui est celle de l'adéquation des besoins des entreprises avec les formations que nous proposons sur le territoire. Là-dessus, on a un partenariat qu'on tisse depuis la mise en place du campus du label obtenu en 2021, un partenariat avec le cluster maritime. Nous travaillons pratiquement quotidiennement avec Alexandrine et avec Emmanuel Lise. Et je crois que c'est un attelage cluster maritime campus des métiers de la mer qui est quelque chose de très vertueux pour le territoire. Pourquoi? Parce que finalement, l'expression des besoins des entreprises, le cluster nous permet justement d'avoir à la fois une approche macro et une approche très micro de l'expression de ces besoins. Et puis nous, derrière, on travaille sur justement la création de formations agiles qui dépassent un petit peu le cadre des formations structurelles sur un territoire, hein, puisqu'on retrouve toujours des bacs pro, on retrouve toujours des certifications, mais il faut qu'on soit en capacité de développer des parcours de formation qui soient agiles. Alors, ça me permet de faire la transition avec le parcours que je vais vous présenter. Et la genèse du projet de ce parcours-là, c'est fait justement au Martinique Boat Show qui s'est déroulé en 2023. Hein, et cette manifestation qui est conduite par le cluster nous a permis de rencontrer directement des professionnels et d'avoir un échange autour des besoins peut-être les plus urgents. Alors, ce qui est ressorti de ces échanges-là, c'est que nos jeunes qui sortaient, on va dire, des différents centres de formation qui existent sur le territoire, manquaient un peu de maturité, manquaient d'expérience, ça, on ne peut pas trop leur reprocher, ils ont 17-18 ans, donc ça, mais qui avaient un besoin de polyvalence qui était exprimé par les professionnels, en particulier ceux qui œuvrent dans la maintenance nautique et ceux qui sont les croisiéristes aussi. Donc vraiment, on fait ressortir ce besoin de plus de polyvalence de nos jeunes. Deuxième axe un peu qui est ressorti, c'est un niveau faible en anglais. On sait que le territoire caribéen, la clientèle, l'essentiel de la clientèle, c'est une clientèle qui est anglophone. Donc on a un réel besoin de formation des jeunes. Alors, pas forcément sur un anglais courant, mais sur un anglais un peu technique, mais qui sont en capacité de pouvoir communiquer avec la clientèle. Enfin, autre problème, et que vous avez évoqué, monsieur le directeur général de l'ADOM, c'est le problème de la déprise démographique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que les élèves, les jeunes martiniquais et martiniquaises qui quittent le territoire de la Martinique pour faire leurs études ne reviennent pas la plupart du temps. Donc ça accentue le problème de la déprise démographique. Donc l'idée, c'est de travailler sur un programme de formation, un parcours dans lequel nos jeunes partent, mais dans lequel on crée un lien immédiat avec des entreprises martiniquaises, de sorte que, par un effet boomerang, ils reviennent un petit peu augmentés de compétences, de maturité, de tout ce dont on vient de parler.
Alors, il y a une première condition à la création de ce parcours, je vais y venir, c'est le fait qu'il n'existe pas de poursuite d'études en maintenance nautique, par exemple, sur le territoire martiniquais. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire concurrence à des organismes qui existent en Martinique et qui proposeraient le même type de formation. Ça, c'est une première condition. La deuxième, et qui a justifié l'intervention de différents partenaires dont je parlerai tout à l'heure, c'est le fait qu'on crée un système dans lequel on crée un parcours dans lequel nos jeunes reviennent en Martinique. Le but, c'est pas qu'ils partent dans l'Hexagone pour se former et qu'ils restent dans l'Hexagone. Après, les jeunes sont libres, on ne peut pas les obliger à revenir, mais si on crée d'ores et déjà les conditions en amont pour leur retour, c'était aussi quelque part quelque chose d'important dans la configuration et dans le travail qu'on a mené autour de ce parcours de formation. Troisième point important, c'est le manque de moyens financiers qu'ont les familles, qu'ont les jeunes pour partir dans l'Hexagone. Donc là, tout de suite, le lien il s'est fait, évidemment, avec l'ADOM, Martinique, avec Madame la Cavalerie et puis Madame Germani, avec lesquelles nous avons très rapidement travaillé main dans la main pour on va dire, toute la dimension financière, sans laquelle, évidemment, aucun parcours et aucune mobilité n'est possible. Les missions locales aussi, et puis, évidemment, France Travail. Donc, l'objectif de cette formation, vraiment, la philosophie, c'est d'améliorer les compétences et l'employabilité des jeunes, leur donner une expérience supplémentaire. Donc, on a développé en relation, évidemment, avec le campus de Loire-Atlantique, avec le lycée Tabarly et puis le Greta de Vendée. On a développé un parcours qui recoupe un petit peu dans les grandes lignes, les grands axes de ce qu'on peut retrouver dans la maintenance nautique, à la fois les aspects motorisation, stratification, accastillage, gréement, évidemment, un peu d'anglais maritime, et puis aussi quelques modules transversaux autour du savoir-être, toutes les questions relatives à l'intégration en entreprise, le comportement d'un salarié, évidemment la communication avec les clients, la relation client, et puis évidemment des modules d'approfondissement un maximum de modules en milieu professionnel. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté dans la construction de ce parcours avec mon collègue ici présent, hein, Pascal Lebrun, sur on va dire la configuration. Il fallait évidemment que dans cette formation, il y ait plus d'heures en entreprise que d'heures en centre de formation. Donc on est sur à peu près 1500 heures sur ce module-là, sur ce programme qui dure 1 an, hein, et qui aussi a un calendrier qui fait que les jeunes sont partis 3 mois, les 3 premiers mois en formation, sont revenus 3 mois en entreprise, dans des entreprises martiniquaises, sont repartis et là terminent leur 3e période de formation pour revenir enfin et terminer leur contrat d'apprentissage avec des entreprises martiniquaises. Alors le volet entreprises martiniquaises, évidemment, on n'a pas eu de mal à les trouver, hein, les entreprises martiniquaises qui sont essentiellement situées à la Marina du Marin, ont vraiment fait plus que jouer le jeu, puisque ça répond à un réel besoin de leur part. Donc il y a eu toute une phase préalable d'identification des jeunes, mais ça, Pascal, tout à l'heure, en parlera davantage. Donc j'insisterai sur 3 points essentiels. C'est la philosophie du projet d'abord. L'idée, c'est de renforcer l'employabilité de nos jeunes en leur permettant d'améliorer leur qualification post-bac, hein, dans les domaines que je viens de citer, tout en conservant et créant et conservant ce lien avec des entreprises martiniquaises. Alors, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on vous donnera le détail tout à l'heure. Ça, c'est la première chose importante. Garantir le retour au pays, ça, c'est très, très important. Le deuxième point, c'est la démarche partenariale. Un tel projet n'aurait pas pu se construire et voir le jour sans une démarche partenariale avec évidemment l'ADOM, qui est notre premier financeur, qui apporte une aide considérable auprès des jeunes. Alors on a parlé des déplacements, des billets d'avion, mais si on rentrait dans le détail, il y a des aides qui sont tout simplement des aides à l'installation qui sont aussi très importantes pour un jeune qui arrive
sur le territoire hexagonal. Il y a des compléments de rémunération qui sont apportés aux jeunes, puisque les jeunes sont payés dans un contrat d'apprentissage à peu près 700-750 € par mois. Donc, lorsqu'ils sont sur le territoire hexagonal, ils ont des dépenses supplémentaires qu'ils n'ont pas en Martinique. Et donc, il y a un complément de rémunération qui leur est apporté à hauteur du SMIC. Donc, c'est quand même pas neutre. Ce sont des ressources importantes pour les jeunes. Évidemment, partenariat aussi avec France Travail, puisqu'il a fallu qu'on travaille aussi avec ce partenaire dans le cadre du statut que doivent avoir les jeunes pour pouvoir bénéficier de cette formation-là. Évidemment, les missions locales qui ont aussi apporté leur contribution, la collectivité territoriale de Martinique qui est aussi dans la gouvernance du campus des métiers et des qualifications. Évidemment, le cluster maritime pour tout l'appui à l'identification des entreprises en amont qui ont particulièrement exprimé ces besoins. Donc, il est clair, et vous l'avez, je crois, suffisamment évoqué, c'est très important que nous travaillons vraiment sur un mode collaboratif, c'est-à-dire que tous les partenaires qui ont quelque chose à apporter sur un territoire, sur le territoire de la Martinique, sur un territoire ultramarin, puissent vraiment se mobiliser autour d'un projet commun. Alors, cette formation concerne les 8 jeunes, on pourrait considérer que c'est Merci beaucoup, peu, Lionel. mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être mobilisé. Dernier point, évidemment fondamental, c'est que cette formation, pour qu'elle puisse être utile, c'est qu'elle réponde aux besoins des entreprises. Désolé, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la philosophie de ce projet-là, mais je vous remercie d'avoir donné l'occasion. Oui, merci beaucoup, Lionel. On va aussi pouvoir parler avec Pascal Lebrun, qui travaille aussi avec vous sur ce projet. Donc Pascal, est-ce que vous pouvez nous présenter de votre côté l'ingénierie de cette formation et puis le développement de votre côté? Donc, bonjour à tous, moi je suis Pascal Lebrun, je suis le conseiller en formation auprès de l'Éducation nationale et ma mission c'est de répondre aux besoins des professionnels en termes de formation et le gros point important c'est d'adapter les formations de l'Éducation nationale et du ministère du Travail aux besoins des professionnels. Donc c'est ce qu'on a essayé de répondre avec le projet, la demande du campus de la Martinique qui, comme Lionel le disait, on voulait une formation professionnalisante où les jeunes retournaient sur le territoire. Donc on a essayé de travailler sur un titre professionnel avec les professionnels de Martinique en adaptant vraiment leurs besoins à la formation. Donc on s'est adapté et on a mis des modules complémentaires qui n'étaient pas prévus à la base de la formation, dans le tronc commun de la formation, pour répondre vraiment aux besoins de la Martinique. Ensuite, on a accueilli les jeunes qui sont actuellement encore chez nous, qui sont au lycée Éric Tabarly. Donc nous avons 8 jeunes qui sont dans le partenariat, avec comme disait Lionel, deux grosses périodes de formation. Ils sont venus début septembre. Donc là, on a vu un petit peu les problèmes de mobilité. Donc on a dû répondre aux problèmes de logement. Donc on a vraiment géré un projet de A à Z avec eux, en termes de mobilité, en termes de logement, en termes de tout ce qui tourne autour, en fin de compte, de la formation qu'on ne se rend pas compte au départ. Donc les jeunes après sont repartis avec une expérience professionnelle à transvaser dans les entreprises. Donc le retour des professionnels sur la deuxième période était très, très concluante. On a vu des jeunes qui avaient gagné en maturité, en compétences professionnelles qui avaient augmenté. Et donc après, on les a retrouvés sur cette période-là. Donc ils partent dans 15 jours. Actuellement, ils sont dans des entreprises de l'Hexagone, justement, pour voir d'autres compétences possibles. Qu'est-ce qui peut être transférable à la Martinique par rapport à la France? Vraiment, ils vont repartir avec des bagages techniques, avec une vision autre de la formation de maintenance nautique. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour la présentation de cette formation. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public pour les intervenants? Non? Oui, Thomas. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Vous avez, Thomas Dupérat du Bureau d'études maritimes, Bureau d'études en économie maritime. On travaille dans les différents secteurs de l'économie bleue. Et c'est vrai qu'à la fois en termes de formation initiale et de formation continue, on voit que les échanges
entre les territoires ultramarins et l'Hexagone, ou entre territoires ultramarins sont vraiment intéressants. Juste deux exemples. Il y a quelques mois maintenant, on a par exemple également pris des adultes, des pêcheurs de la Martinique qui sont venus faire quelques marées avec des professionnels en France hexagonale, et ces pêcheurs hexagonaux sont aussi doivent aller ensuite en Martinique pour justement faire des échanges de bonnes pratiques. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que les uns et les autres apprennent de cet échange. Et le directeur du lycée maritime vient de partir, mais c'est vrai que le lycée maritime et aquacole de La Rochelle reçoit très régulièrement des jeunes Mahorais. J'étais il n'y a pas longtemps également à Nantes au lycée Jacques Cassard, et il y avait des Polynésiens qui étaient en formation capitaine 500 et autres diplômes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que ces jeunes Polynésiens, quand on leur demandait alors ensuite qu'est-ce que tu vas faire, ils étaient tous absolument décidés à revenir en Polynésie, à revenir dans leur île, dans leur atoll. Et ça, c'est vraiment, vous l'avez tous dit, c'est vraiment l'essentiel en matière de formation, c'est que les compétences ensuite retournent où sont les besoins. Merci beaucoup Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, on a à peu près respecté le délai, il est 15h20. Donc merci à tous d'avoir suivi cette conférence, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.